Un rapport vient d'Iran et indique qu'Israël ou les États-Unis ont frappé l'installation d'enrichissement de Natanz. Un site nucléaire important en Iran a de nouveau été touché. La cible est Natanz, l'un des sites les plus importants pour l'uranium du pays, situé à environ 150 miles au sud de Téhéran. En l'espace de 3 semaines, les États-Unis l'ont bombardé 2 fois avec des bombes lourdes capables de pénétrer sous terre. Mais cette fois-ci, l'impact a été plus profond. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, ça nous aide énormément. Créateur, merci beaucoup et maintenant, commençons. Le matin du 21 mars 2026, l'installation a de nouveau été touchée. Les entrées des tunnels se sont effondrées, les conduits d'aération bloqués et les routes d'accès endommagées. Sous terre, à environ 50 mètres de profondeur et entourée d'une épaisse couche de béton, une section a été complètement isolée. À l'intérieur, de l'uranium enrichi y était stocké. Il est également possible que des personnes soient restées piégées à l'intérieur. Au fil du temps, l'air se raréfie, la température augmente et il n'y a plus aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Et même si on voulait les aider, c'est presque impossible. Car tout mouvement pour rouvrir l'entrée pourrait être immédiatement repéré et pris pour cible. Parce que les États-Unis restent en alerte au moindre mouvement. L'appareil utilisé lors de l'opération était le bombardier furtif B-2 Spirit, un avion difficile à détecter par radar. Il a décollé de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri et a voyagé pendant près de 18 heures avant d'arriver en Iran. Selon les médias israéliens, des bombes anti-bunkers ont été utilisées lors de l'attaque. Israël avait déjà frappé Natanz lors de la première semaine de l'opération Epic Fury. Leur cible était les 3 parties souterraines de l'installation, utilisant leurs propres bombes puissantes, probablement des GBU-72 ou GBU-28. Après cela, les États-Unis ont suivi et ont frappé la zone principale où les centrifugeuses sont installées. 2 GBU-57 ont été utilisés, de grosses bombes capables de pénétrer le sol avant d'exploser. En d'autres termes, il n'y a pas eu qu'une seule attaque. C'était une attaque conjointe d'Israël et des États-Unis qui a frappé les parties les plus importantes de l'installation. Israël a attaqué en premier, affaiblissant la structure. Les États-Unis ont ensuite porté un coup plus fort. Le 3 mars 2026, l'Agence de l'énergie atomique a confirmé que les bâtiments à l'entrée de Natanz avaient subi d'importants dégâts. À cause de cela, l'accès vers le sous-sol a été coupé. Le cœur même de l'installation n'est pas totalement détruit, mais il n'est plus facilement accessible non plus. Le 21 mars, les États-Unis sont revenus, utilisant le même type de bombe, mais cette fois, une autre cible a été touchée. Ce n'était plus seulement les entrées, mais des parties plus profondes du complexe. C'était déjà la 5e grande attaque contre Natanz. Pour comprendre l'ampleur de tout cela, il faut voir à quoi ressemble l'endroit. L'installation principale se trouve à 40 à 50 mètres de profondeur. Sous terre, elle est entourée d'une épaisse couche de béton pour la protection. À l'intérieur, il y a de grandes salles pouvant contenir jusqu'à 50 000 centrifugeuses. En surface, il y a 2 grands bâtiments qui atteignent presque 2500 mètres son. Il y a aussi des bureaux pouvant accueillir environ 1000 personnes, mais ce n'est pas tout. Il y a une autre partie encore plus mystérieuse. À environ 1 mile au sud, il y a un autre site, le site Pickaxe Mountain Facility. Dans les monts Zagros, une partie plus récente du complexe a été construite. Elle a été creusée dans la montagne et atteint une profondeur de 100 mètres. Il y a des rapports selon lesquels la partie la plus sensible a même été déplacée jusqu'à 800 mètres sous terre. C'est plus profond que certaines installations souterraines connues. Maintenant, la question est, est-ce que les grosses bombes peuvent atteindre une telle profondeur ? Non, mais ce n'est pas non plus le but. Ce qui a été touché, ce sont les accès et les conduits d'aération. Ce sont les parties les plus importantes pour faire fonctionner toute l'installation. Quand ceux-ci sont endommagés, ce qui se trouve à l'intérieur ne peut plus être utilisé, même si la structure est encore intacte. C'est là que la situation devient critique. Quand les entrées s'effondrent, il n'est plus clair ce qu'il reste à l'intérieur ni qui s'y trouve encore. Les zones souterraines de Natanz n'ont pas été conçues pour être habitées longtemps. Ils ont besoin d'un approvisionnement continu en électricité, de l'eau pour le refroidissement, de l'air pur et des produits chimiques pour le fonctionnement. Comme les centrifugeuses Banhaes tournent à une vitesse extrêmement élevée, elles dégagent une chaleur intense. Lorsque ces systèmes de soutien disparaissent, ce n'est pas seulement l'opération qui s'arrête. L'intérieur de l'installation devient également dangereux. Si la chaleur n'est pas évacuée, la forme des rotors des centrifugeuses change et tout le système est endommagé.
Si les conduits d'aération sont également endommagés, comme ceux que les États-Unis ont visés à Fordo en juin 2020, il est possible que la température à l'intérieur ne soit plus contrôlée. Et il y a une question encore plus grave. Combien de personnes sont restées en bas ? Puisque l'installation peut contenir jusqu'à 1000 personnes, il est probable que certains étaient de service au moment de l'attaque. Il est possible qu'ils soient piégés à l'intérieur d'un endroit souterrain dont les sorties sont maintenant bloquées. En plus de cela, il y a un danger lié au gaz UF6. Lorsque ce gaz se mélange à l'humidité, il devient de l'acide fluorhydrique. C'est un produit chimique qui peut tuer dans un espace clos en seulement quelques heures. Il n'y a ni électricité, ni air, ni lumière, ni communication. À une profondeur de 40 à 50 mètres, aucun air naturel ne pénètre. Et comme les entrées et les lignes de connexion sont endommagées, il est presque impossible de communiquer avec l'extérieur. Dans une telle situation, il est presque impossible de mener une opération de sauvetage depuis l'extérieur. Il faut d'abord dégager les entrées effondrées. Mais en pleine guerre, c'est dangereux car les Américains sont toujours à l'affût et peuvent attaquer à nouveau dès qu'ils voient un mouvement. L'Iran affirme qu'il n'y a pas de fuite radioactive, et cela a également été confirmé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais cette information a ses limites. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas d'accès direct car les entrées sont fermées. Leurs données proviennent uniquement de mesures à distance, pas de la situation réelle à l'intérieur. Il y a un autre sujet sensible dont on ne parle pas beaucoup. La présence du personnel russe. À la centrale nucléaire de Bushehr, des milliers d'experts y travaillent. Selon Rosatom, le personnel total s'élève à 3000 personnes, dont environ 700 sont des citoyens russes. Le 3 mars, par mesure de précaution, le réacteur a été arrêté. Environ 150 personnes ont été évacuées, mais des centaines de personnes sont restées à l'intérieur de l'installation. Une question se pose maintenant. Y a-t-il du personnel russe à Natanz ? Il n'y a pas de réponse claire, et parfois ce genre de silence a une signification. Nous savons que l'Iran entretient des relations de longue date avec des experts étrangers. Depuis les années 1990, il reçoit un soutien technique de la Russie et de la Chine. Des entreprises russes ont fourni équipements et savoir-faire, et certains modèles de centrifugeuses étaient liés à un réseau pakistanais. La Russie a également construit la centrale nucléaire de Bushehr. En 2025, Rosatom a même signé un important contrat pour un nouveau projet en Iran. Avec ce contexte, il est difficile d'affirmer qu'il n'y a aucun lien avec Natanz. Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus de preuves claires pour le confirmer. Cela reste une question en suspens. Ce n'est pas confirmé, mais ce n'est pas non plus niable. Il est également remarquable de noter la réaction de la Russie après l'attaque. Le ministère des Affaires étrangères l'a qualifié de violation du droit international. Vladimir Poutine a également envoyé un message à l'Iran, affirmant que Moscou est un ami loyal et un partenaire fiable. Des mots forts. Mais cela s'arrête là, aucune action concrète n'a suivi. La Russie n'a pas non plus pris de mesures claires pour aider l'Iran dans le conflit. Aucune offre de système de défense aérienne et aucun soutien direct dans la guerre. Il y a une raison à cela. Même si la Russie s'oppose au bombardement de l'Iran, elle ne veut pas non plus que l'Iran devienne une puissance nucléaire. Cela pourrait constituer une menace pour ses propres intérêts dans la région. C'est pourquoi Moscou agit ainsi. Les paroles sont fortes, mais il n'y a aucune action concrète. Pendant ce temps, selon les images satellites et les analyses, les dégâts à la surface sont étendus. Il y a des rapports selon lesquels l'Iran possède 27 bases souterraines, cachées par l'intérieur des montagnes, avec un total de 107 entrées de tunnels. Beaucoup ont déjà été touchés par les États-Unis et Israël. Nombre de ces passages sont endommagés ou fermés. Cela signifie que beaucoup d'équipements et de munitions ont été laissés sous terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon le rapport, la réaction de l'Iran a également été rapide. En moins de 48 heures après une attaque, ils parviennent à créer une nouvelle entrée pour rétablir l'accès à l'intérieur. Cela montre à quel point l'ingénierie souterraine de l'Iran est profonde et avancée. À chaque fois qu'une entrée est détruite, ils peuvent en construire une nouvelle en près de 48 heures seulement. Les États-Unis attaquent, l'Iran creuse à nouveau et l'accès est rétabli. Ce cycle se répète sans cesse, rendant cette partie de la guerre coûteuse et lente. Mais Israël essaie de changer cela. Il y a des signes que leur capacité à détecter ce qui se trouve sous terre s'améliore. Lors des récentes frappes, ils éclairent qu'ils détectent désormais la chaleur, les mouvements et les vibrations, même cachés dans une montagne. Cela signifie que se cacher sous terre n'est plus aussi sûr. Cela signifie aussi qu'il est plus facile de détruire un bunker, mais une fois que tu vois la cible, il devient plus facile de planifier comment l'attaquer.
En même temps, une nouvelle préoccupation apparaît. Il y a des rapports selon lesquels les médias ont eu accès à certaines installations souterraines de missiles en Iran. Cela soulève des questions sur la façon dont ils ont pu voir cela, si cela a été autorisé ou s'il y a une autre raison. Il n'est pas encore clair s'il s'agit d'un succès du renseignement ou si l'Iran l'a délibérément montré. Mais une chose est sûre, le réseau de tunnels est vaste et complexe. Par exemple, dans l'installation de Kasma Mountain, au sud de Natanz, il y a 2 paires d'entrées de tunnels, une à l'est, une à l'ouest. Celles-ci ont été renforcées avec du béton épais et des espaces supplémentaires ont été ajoutés après le conflit de juin 2025. Il existe également des images satellites montrant des mouvements à l'intérieur, comme des véhicules sortant après une attaque. Cela signifie que même touché, le système peut encore se rétablir et fonctionner. Il y a des indications que l'Iran aurait pu transférer les matériaux les plus importants, comme l'uranium enrichi, dans des installations plus profondes avant les attaques. Il est aussi crucial de savoir que Natanz n'est pas un réacteur nucléaire, mais une installation d'enrichissement. C'est une grande différence. Cela signifie que ce n'est pas comme Tchernobyl ou Fukushima, où il y a un risque de fusion nucléaire majeure. Il n'y a pas de cœur de réacteur qui pourrait provoquer une réaction en chaîne. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger. C'est juste un type de risque différent. Premièrement, il y a un risque de fuite de gaz UF6. L'hexafluorure d'uranium est utilisé dans les centrifugeuses et c'est extrêmement dangereux. Lorsqu'il se mélange à l'humidité, il devient de l'acide fluorhydrique. C'est un produit chimique qui peut causer de graves dommages au corps. Une fuite due à une conduite ou à des centrifugeuses endommagées peut rapidement devenir dangereuse, surtout dans un espace souterrain fermé. Deuxièmement, il y a un faible niveau de rayonnement est possible. La poussière d'uranium provenant des équipements endommagés peut se répandre. Mais généralement, cela reste limité à une zone particulière et n'est pas aussi étendu que l'effet d'un accident de réacteur. Troisièmement, plus discrètement mais dangereusement, il y a les effets à long terme sur l'environnement. Si des matériaux restent à l'intérieur de l'installation endommagée, il est possible qu'ils finissent par atteindre progressivement l'eau dans Natanz est proche de zones agricoles. Si l'eau est contaminée, cela peut avoir des effets à long terme sur la nature et sur les personnes vivant autour. Ce n'est pas une catastrophe soudaine. C'est plus dangereux d'une autre manière. Les effets sont lents mais continus. En ce qui concerne l'impact régional, Natanz ne deviendra pas un nouveau Tchernobyl. Mais cela ne veut pas dire que les pays voisins n'ont aucune inquiétude. Les États du Golfe et l'Irak s'inquiètent à cause de la perte de contrôle dans certaines installations nucléaires de l'Iran. À cause de cela, les systèmes de surveillance de la radioactivité dans la région ont déclenché des alertes. L'appel de l'Agence de l'énergie atomique à faire preuve de prudence et à éviter des incidents plus graves montre à quel point la situation est sérieuse. Pour l'instant, l'AIEA affirme qu'aucun impact radiologique majeur n'est attendu. Mais leurs informations sont limitées. Leur accès est restreint depuis longtemps. Cela fait déjà plusieurs mois. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vérifier la quantité exacte, en particulier pour l'uranium faiblement et hautement enrichi. En d'autres termes, il n'y a pas d'image claire de l'emplacement ni de la quantité de ces matériaux à l'heure actuelle, et c'est là que la situation devient plus compliquée. Certains analystes disent qu'il existe la possibilité de différents scénarios selon l'endroit où sont allés ces matériaux. Un rapport indique que l'Iran a stocké une partie de l'uranium enrichi provenant du complexe de tunnels d'Ispahan dans des conteneurs faciles à déplacer. En juin 2025, les États-Unis ont frappé les entrées des tunnels à Ispahan avec des missiles Tomahawk. Mais jusqu'à présent, il n'est pas clair ce qui est arrivé aux matériaux à l'intérieur. Il est possible que la même chose se soit produite à Natanz. Les entrées ont été détruites, mais il y a des rapports selon lesquels des centaines de kilos d'uranium enrichi jusqu'à 60% pourraient être restés à l'intérieur. Pendant de nombreuses années, l'une des plus grandes menaces de l'Iran a été sa capacité nucléaire. Le message était clair. S'ils sont poussés à bout, ils sont capables de fabriquer une arme nucléaire. Mais aujourd'hui, l'infrastructure même qui soutient cette capacité est progressivement détruite. En conséquence, l'installation même de Natanz pourrait être détruite ou ne plus être facilement accessible. Les centrifugeuses ont déjà été détruites, les entrées ont été fermées, les conduits de ventilation ont également été scellés, et jusqu'à présent, personne n'est certain de l'état à l'intérieur de la montagne. Mais il y a une chose importante à comprendre. Le programme nucléaire n'est pas seulement un bâtiment. Ce ne sont pas seulement des machines ou une installation souterraine. Le véritable programme nucléaire, c'est la connaissance. C'est la science de la séparation de l'uranium.
Ce sont les compétences nécessaires pour fabriquer les pièces critiques. C'est le processus de combinaison de milliers de composants pour fonctionner comme un système, et cette connaissance, aucune bombe ne peut la détruire. Elle est dans l'esprit des scientifiques, elle est chez les ingénieurs. Tant qu'ils sont en vie et que le savoir se transmet dans les universités et les centres de recherche, il sera toujours possible de recommencer. Les machines peuvent être détruites en quelques minutes, mais la connaissance, non. Et en réalité, il est plus rapide de remplacer l'équipement que d'effacer la connaissance. Actuellement, sous terre, à environ 40 à 50 mètres de profondeur, il y a des installations dont les entrées sont déjà fermées. La circulation de l'air est coupée. Il est possible que le système de refroidissement ne fonctionne plus. Et à l'intérieur, il reste des centaines de kilos d'uranium enrichi. On ne sait pas clairement s'il y a des personnes restées à l'intérieur. On ne peut pas non plus confirmer s'il y a des experts étrangers comme des Russes dans ces installations. Cependant, avec des centaines de Russes sur d'autres sites nucléaires en Iran, il reste difficile d'assurer leur absence ici. Pendant ce temps, il est possible que les États-Unis répètent l'attaque une 6e, une 7e fois ou plus à chaque strate. Cela endommage davantage la partie physique de l'installation. Mais il y a une question encore plus importante. Peu importe la puissance ou la profondeur de la bombe, peut-elle vraiment détruire tout le système ? Parce que si la cible ce sont les bâtiments et les machines, cela peut être détruit. Mais si la cible, c'est la connaissance et le savoir-faire qui sont dans l'esprit des gens, c'est une toute autre histoire. Et la réponse à cette question déterminera l'avenir du programme nucléaire iranien et comment la situation va évoluer dans tout le Moyen-Orient. Et c'est là qu'intervient un autre point important qui n'est pas immédiatement évident. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été détruit, mais aussi du temps qu'il faudra pour tout remettre en état. Même si l'Iran possède le savoir-faire, cela ne signifie pas que la reprise sera rapide. La fabrication de centrifugeuses naissantes n'est pas une tâche facile. Cela nécessite les bons matériaux, des mesures précises et un processus rigoureux. S'il y a une erreur, même minime, tout le système peut ne pas fonctionner. En plus de cela, il faut aussi un endroit approprié pour les faire fonctionner. On ne peut pas simplement les installer n'importe où. Il faut que l'environnement soit contrôlé, que la température soit adéquate et que l'alimentation électrique soit continue. S'ils n'ont pas tout cela, ils auront du mal à faire tourner toute l'opération. C'est là qu'on voit l'impact des attaques. Non seulement les machines ont été endommagées, mais aussi le site même où elles doivent fonctionner. Même avec un savoir-faire intact, sans matériel et installation en bon état, il est impossible de revenir rapidement à la normale. Dans ces cas, le temps est précieux. Plus le temps passe, plus la pression augmente. Elle ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du pays. Tant que la capacité n'est pas rétablie, il devient plus difficile de montrer que la situation est encore sous contrôle. En même temps, les autres pays observent également. Pendant que l'Iran essaie de se rétablir, les autres examinent à quel point ils sont encore puissants. Cela dépendra de ce qu'ils verront. Leur décision pourrait en changer. Il y a un autre effet qui n'est pas immédiatement évident. Lorsqu'une telle situation se produit, la confiance des gens et des autres pays est affectée. Même s'il n'y a pas encore eu de gros accidents, des inquiétudes commencent déjà à apparaître. Et lorsque la peur s'installe, le comportement des gens et des économies change. Par exemple, le prix du pétrole peut augmenter, les entreprises peuvent devenir plus prudentes et les relations entre pays se tendre. Cela signifie que même si la situation ne s'aggrave pas encore, on en ressent déjà les effets. Il y a une autre chose importante. Le combat ne se déroule pas seulement sur terre et sous terre. Il y a aussi une bataille de l'information. Ce que les gens savent et la façon dont ils le comprennent compte. Si un camp peut montrer qu'il contrôle encore la situation, la réaction des autres sera différente. Mais si l'on découvre qu'ils s'affaiblissent, le comportement des autres pays peut changer. De cette façon, la situation devient plus compliquée. Ce n'est plus seulement un combat d'armes ou de technologie. C'est aussi une lutte contre le temps, l'information et la perception des autres. Pour l'instant, beaucoup de choses restent floues. La véritable situation à l'intérieur de Natanz n'est pas encore certaine. On ne sait toujours pas quelle est la capacité restante de l'Iran, ni ce qui va se passer ensuite. Mais une chose est au clair, la situation n'est pas encore terminée. Et plus le temps passe, plus chaque décision devient importante. Parce qu'à ce stade, même un petit geste peut avoir un grand impact. Et si cela s'aggrave, ce n'est pas seulement un pays qui sera affecté, mais toute la région et peut-être même le monde entier. Un autre point mérite aussi l'attention dans ce type de situation. Alors que les installations souterraines sont endommagées, cela a aussi un impact sur les activités quotidiennes en surface. Ce n'est pas immédiatement visible, mais on le ressent petit à petit.
Lorsqu'il y a un tel niveau de tension, les gens deviennent plus prudents. Il y a des endroits que l'on évite, des trajets que l'on n'effectue plus et des activités que l'on remet à plus tard. Même si l'on n'est pas directement touché, on ressent tout de même le changement. Avec le temps, le travail et les affaires en sont également affectés. Il y a des projets qui s'arrêtent, des entreprises bantianes qui attendent avant de prendre des décisions et des investisseurs qui deviennent plus prudents. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème immédiat, mais parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer ensuite. De cette façon, l'effet se propage progressivement d'un endroit à une plus grande partie de la région. Il y a un autre aspect à considérer. Lorsque les installations critiques sont endommagées, il faut les surveiller. On ne peut pas négliger les endroits où il reste des matériaux ou de l'équipement. Il faut assurer la sécurité, la surveillance et un contrôle continu de l'état du site. Cela signifie que même si ce n'est plus utilisé pour les opérations, il faut quand même faire des efforts pour s'assurer qu'aucun problème plus grave n'apparaisse. Et cela nécessite du temps, du personnel et des ressources. Dans cette situation, l'attention est divisée. Une partie est concentrée sur la réparation, une autre sur la sécurité et une autre encore sur la planification de la prochaine étape. Lorsque tout cela se produit en même temps, le fonctionnement du système devient plus compliqué. Il y a un autre effet qui n'est pas immédiatement visible. À mesure que les installations sont endommagées, la façon de penser des personnes impliquées dans le programme peut changer. Ils deviennent plus prudents, plus silencieux et préfèrent ne pas montrer toute l'étendue de leurs capacités. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leurs capacités, mais parce qu'ils ne veulent pas être ciblés à nouveau. Dans ce genre de situation, la stratégie change. Il ne s'agit plus simplement de montrer sa force, mais d'être plus prudent dans ses actions. Et quand cela se produit, il devient plus difficile pour l'adversaire de savoir quelle sera la prochaine étape. Mais cela a aussi un prix. Quand c'est trop silencieux, il devient plus difficile de montrer qu'on garde le contrôle de la situation. Et quand les actions ne sont pas claires, cela soulève encore plus de questions. Au fil du temps, ces questions deviennent partie intégrante d'une discussion plus large. Il ne s'agit plus seulement de ce qui a été endommagé, mais aussi de ce qui reste. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais aussi de ce qui pourrait arriver. Et à ce stade, chaque petit détail devient encore plus important. Même un simple geste, même une petite information, peut avoir un grand impact sur la perception des autres. En ce moment, la situation semble être entre deux eaux. Ce n'est pas encore fini, mais ce n'est plus comme avant non plus. Il y a des choses maintenant qui sont déjà brisées, des choses qui ne sont pas encore claires, et des choses qui restent encore en suspens en attendant la suite. Et pendant que la situation reste ainsi, chaque camp continue de s'adapter. Certains observent, d'autres réfléchissent, et d'autres encore attendent le bon moment pour agir. Dans ce genre de situation, la force compte peu. Ce qui importe, c'est d'être le plus prudent, rapide à s'adapter et capable d'attendre. Ce qui se passe en ce moment ne concerne pas seulement une installation ou un pays. Cela fait partie d'un changement plus vaste dans la manière de faire face à ce genre de situation. Un autre angle est à considérer dans ce type de situation. Alors que l'attention porte sur les installations endommagées, un changement discret s'opère dans la façon dont les pays prennent des précautions. La surveillance devient plus sérieuse, les contrôles se multiplient et les réactions à la moindre modification sont plus rapides. Ce n'est pas seulement pour l'Iran, mais pour toute la région. Si quelque chose d'inattendu se produit, même minime, les pays veulent être prêts immédiatement. C'est pourquoi chaque mouvement devient plus prudent et chaque décision est plus réfléchie. En même temps, la communication entre les pays devient encore plus importante. Même s'il y a des tensions, il faut toujours un dialogue clair pour éviter des problèmes plus graves. De cette façon, on ne surveille plus seulement la situation, mais aussi ses effets possibles à un niveau plus large. Tant que cette situation perdure, il apparaît que le combat concerne non seulement ce qui peut être détruit, mais aussi comment éviter des issues plus graves.